Le parfum des marrons chauds se mêlait à l'odeur âcre du pavé mouillé, tandis qu'une fine bruine tombait sur les rues bondées de Paris. Les klaxons résonnaient, les talons claquaient contre le marbre de la galerie Lafayette, et les sacs de créateurs se balançaient sur des épaules qui ne remarquaient pas le garçon assis au bord de la ruelle. Youssef, à peine 11 ans, était enveloppé dans une veste militaire trop grande, rapiécée avec du ruban adhésif. Ses mains tremblaient sous l'effet du froid humide, alors qu'il tendait une petite boîte en carton. À l'intérieur se trouvaient quelques roses en papier fait main, découpées dans de vieux magazines et pliées avec des doigts endoloris. Cette matinée avait été plus difficile que d'habitude. Le refuge alimentaire n'avait plus de pain. L'homme de la boulangerie l'avait chassé avec un balai. Et maintenant, les gens passaient devant lui comme devant une tache sur le sol, invisible, inaudible. Puis vint l'écho de chaussures en cuir coûteuse. Monsieur Karim Lefebvre, drapé dans un manteau de cachemire impeccable, descendit de sa voiture privée entouré de gardes du corps silencieux. Sa présence faisait tourner les têtes, son parfum, bois de oud et ambre, tranchait dans la bruine comme une lame. Il marchait avec une grâce étudiée, ses boutons de manchette en or captant la faible lumière du soleil. « Le printemps arrive, mais pas pour tout le monde », murmura une femme en passant, son regard oscillant entre l'homme d'affaires et l'enfant. Youssef se leva, plein d'espoir. « Monsieur, vous en voulez une ?» demanda-t-il, tendant une fleur. Karim ne baissa même pas les yeux. « Je ne collectionne pas les déchets », dit-il en français parfait passant outre. Les gardes rirent sous cape. L'un d'eux jeta une pièce sans regarder. Elle manqua la boîte et roula sous un banc. Youssef ne bougea pas. Il fixa le dos de Karim, la mâchoire serrée. Non pas avec de la haine, mais avec ce silence particulier que les enfants apprennent trop tôt. Le silence d'être oublié. Et dans ce silence, quelque chose prit racine. Non pas la vengeance, non pas la colère, mais la dignité. Une dignité calme et obstinée. Un jour, chuchota Youssef aux pétales entre ses doigts, quelqu'un verra. Le soir tombait sur Paris. Les lumières s'allumaient une à une, transformant la ville en une constellation terrestre. Youssef se réfugia sous l'auvent d'une boutique fermée, rue de Rivoli. La pluie s'était intensifiée, formant des rivières miniatures qui emportaient les mégots de cigarettes et les tickets de métro abandonnés. Il sortit son trésor, un petit carnet usé offert par Madame Claudette, la vieille dame qui nourrissait les pigeons, place des Vosges. Elle lui avait appris à plier le papier. « Les mains qui créent ne peuvent pas être complètement perdues », disait-elle toujours. Avec des doigts engourdis par le froid, Youssef commença à créer une nouvelle rose, plus élaborée, plus parfaite. Une rose qui ferait s'arrêter même les hommes les plus importants. « Tu ne devrais pas être dehors par ce temps », dit une voix. Youssef leva les yeux. Un agent de police se tenait devant lui, l'eau ruisselant de son képi. « Je ne fais rien de mal, monsieur », répondit Youssef, serrant instinctivement son carnet. L'agent s'accroupit. « Comment t'appelles-tu »« Youssef. »« D'où viens-tu, Youssef ?»« De Beyrouth. »« Mais c'était il y a longtemps. » L'agent, son badge indiquait Capitaine Laurent, examina les roses en papier. « C'est toi qui les fais ?» Youssef hocha la tête, méfiant. Le capitaine Laurent en prit une, l'examinant sous la lumière des réverbères. « Ma fille collectionne les origamis, » dit-il doucement. « Combien ?»« 2 €, répondit Youssef surpris. Le policier fouilla dans sa poche et sortit une pièce de 5 €. « Garde la monnaie et prends ça aussi. » Il lui tendit une carte. « C'est un centre pour jeunes. Ils ont des lits chauds et personne ne pose trop de questions. » Youssef prit la carte incertain. « Merci, monsieur. Il n'y a pas que des Karim Lefebvre dans ce monde, » dit le capitaine avec un petit sourire, avant de s'éloigner sous la pluie. Cette nuit-là, Youssef ne se rendit pas au centre. Pas encore. Il s'endormit sous un pont, avec 5 € dans sa poche et une nouvelle conviction dans son cœur. Les roses continueraient à fleurir, même dans le béton froid de Paris. Et quelque part, dans un Penthouse avec vue sur la tour Eiffel, Karim Lefebvre ne parvenait pas à dormir, hanté par des yeux qu'il avait refusé de voir et une fleur qu'il avait appelée « déchet ».
Le destin, parfois, tisse ses fils avec une patience que seuls les enfants de la rue comprennent. Youssef n'avait pas toujours vécu dans la rue. Il était né à Beyrouth, dans un petit appartement qui sentait le jasmin et le pain frais. Son père, Ibrahim, était tailleur dans un vieux souk, connu pour sa capacité à transformer les tissus les plus ordinaires en vêtements qui semblaient danser avec la lumière. Sa mère, Leïla, chantait d'anciennes berceuses tout en faisant mijoter des lentilles sur un réchaud à gaz. « Notre fils sera un artiste », disait souvent Ibrahim en regardant les petites mains de Youssef manipuler des bouts de tissu avec une précision étonnante pour un enfant de 5 ans. Mais la guerre avait des plans différents. Une nuit d'hiver, alors que le chauffage défectueux luttait contre le froid inhabituel de Beyrouth, une étincelle s'échappa. Youssef dormait chez un voisin cette nuit-là, un rare coup de chance qui devint son plus grand malheur. À 7 ans, il devint orphelin. Aucun parent ne se manifesta. L'État l'envoya dans un foyer qui sentait l'eau de Javel et la tristesse. « Tu as de la chance d'avoir un toit », lui répétait le directeur, un homme dont le visage semblait avoir oublié comment sourire. À 8 ans, il s'enfuit. Le voyage fut long et périlleux, des camions, des bateaux, des gens qui promettèrent de l'aide mais disparaissaient avec le peu d'argent qu'il avait. Puis un jour, il se retrouva à Marseille, perdu dans une langue qu'il ne comprenait pas encore. « Les enfants apprennent vite », lui dit un pêcheur algérien qu'il avait trouvé endormi dans son bateau. Ahmed, c'était son nom, lui donna un pull qui sentait le sel et le poisson. « Va à Paris, il y a plus de chance là-bas pour les rêveurs. » Avec un billet de train acheté par Ahmed et quelques euros en poche, Youssef arriva à Paris un jour de printemps où les cerisiers du jardin des Tuileries éclataient en nuages roses. C'est là qu'il rencontra Madame Claudette. Elle nourrissait les pigeons, assise sur un banc, ses cheveux blancs comme la neige qui coiffe les Alpes. Elle portait toujours un foulard violet, même par temps chaud, et ses doigts, malgré leur arthrite, dansaient encore avec grâce. « Tu as l'air affamé, petit, » dit-elle en lui tendant la moitié de son sandwich. « Comment t'appelles-tu ?»« Youssef, » répondit-il, avalant sa fierté avec la première bouchée. « Moi, c'est Claudette. J'étais professeur d'art avant que mes yeux ne me trahissent. » Ils parlèrent peu ce jour-là. Mais le lendemain, Youssef revint. Et le jour d'après aussi. Madame Claudette vivait dans un petit appartement rue de Bussy, au-dessus d'une boulangerie qui remplissait l'air de l'odeur de baguettes fraîches chaque matin. Elle ne pouvait pas l'héberger, les services sociaux auraient posé trop de questions, mais elle lui laissait prendre des douches et lui donnait des vêtements propres. Un jour, elle lui montra comment plier du papier. « L'origami, expliqua-t-elle, est l'art de donner vie au papier. Les Japonais croient qu'en pliant 1000 grues, un vœu se réalise. »« Et si je plie 1000 roses ?» demanda Youssef. Madame Claudette sourit. « Alors peut-être que 1000 cœurs s'ouvriront. » Elle lui donna une vieille paire de ciseaux, de la colle et une pile de magazines déchirés. « Fais quelque chose de beau, mon petit. Tes mains sont trop douces pour voler. » C'est ainsi que les roses commencèrent. Elles n'étaient pas parfaites, mais les gens souriaient parfois. Certains donnaient des pièces, d'autres ne donnaient rien. Pourtant, chaque pétale qu'il pliait était un petit acte d'espoir, un rappel qu'il créait encore, qu'il offrait encore quelque chose. Le soir, il dormait près de la gare Montparnasse, enveloppé dans du carton et le souvenir de la voix de sa mère. Il regardait les amoureux s'embrasser sous des parapluies et imaginait qu'il était un prince déguisé. Un jour, se promettait-il, j'aurai une maison avec des fenêtres qui s'ouvrent sur des fleurs réelles. Paris était cruelle et généreuse, comme une mère capricieuse. Certains jours, Youssef trouvait assez pour manger chaud. D'autres jours, il se contentait du pain que les cafés jetaient à la fermeture. Il apprit le français en écoutant les conversations, en lisant les journaux abandonnés, en répétant les mots que Madame Claudette lui enseignait patiemment. « La langue est une clé, disait-elle. Elle ouvre des portes que les mains ne peuvent pas toucher. » L'hiver passa, puis un autre. Youssef grandit. Ses roses devinrent plus élaborées, plus délicates.
Il ajouta des feuilles vertes découpées dans des magazines de mode, des tiges qu'il tordait à partir de fils récupérés. « Tu as un don !» lui dit un jour un touriste américain qui acheta 3 de ces roses pour 10 € chacune. « Tu devrais être dans une école d'art. » Youssef hocha la tête poliment. Mais il savait que les écoles demandèrent des papiers, des adresses, des parents, chose qu'il n'avait pas. Madame Claudette tomba malade au début de son 3e hiver à Paris. Une pneumonie, dirent les médecins. Youssef se faufila dans l'hôpital pour la voir, apportant une rose particulièrement complexe qu'il avait travaillée pendant des jours. « Mon petit artiste », murmura-t-elle, ses yeux brillants de fièvre et d'affection. « Promets-moi que tu continueras à créer de la beauté. »« Je promets », dit-il, la gorge serrée. 1 semaine plus tard, elle était partie. Les pigeons de la place des Vosges attendirent en vain. Et à travers tout cela, il n'arrêta jamais de croire que quelqu'un le verrait, non pas le prendre en pitié, mais le voir vraiment. Cette conviction le réchauffait les nuits les plus froides, quand même les étoiles semblaient avoir abandonné Paris. 3 jours passèrent après la rencontre avec Karim Lefebvre. Personne n'acheta une seule fleur. La pluie détrempa son lit de carton. Les pigeons de Madame Claudette avaient cessé de venir place des Vosges, comme s'ils avaient finalement compris qu'elle ne reviendrait plus. Le ciel de Paris s'était assombri, non seulement de nuages, mais d'une indifférence glaciale qui semblait s'être répandue comme une épidémie. Les gens marchaient plus vite, regardaient moins autour d'eux, perdus dans leur téléphone comme dans des labyrinthes numériques. « C'est la période creuse », expliqua Marcel, un vendeur de journaux qui partageait parfois son café avec Youssef. Après les fêtes, avant le printemps, les gens comptent leurs sous et leurs regrets. Marcel avait un visage creusé par des décennies de vent parisien et un rire qui semblait toujours contenir un secret. Il connaissait la ville comme sa poche, savait quel restaurant jetait de la bonne nourriture encore mangeable, quel policier fermait les yeux sur les sans-abri, quelle station de métro offrait le meilleur abri les nuits de tempête. « Tiens bon, petit artiste », lui dit-il en lui glissant un pain au chocolat légèrement rassis. « La roue tourne toujours. » Mais ce matin-là, la roue semblait définitivement bloquée. Youssef s'était installé près de la fontaine Saint-Michel, espérant que les touristes seraient plus généreux que les Parisiens pressés. Il avait disposé ses roses en éventail dans sa boîte en carton, qu'il avait décorée avec des motifs géométriques inspirés des mosaïques libanaises dont il gardait un vague souvenir. La journée avança, grise et lente. Une bruine persistante transformait les trottoirs en miroirs liquides où se reflétaient les lumières de la ville. Et puis vint le coup final. Alors que Youssef se penchait pour ramasser une rose tombée sur le trottoir, un homme en costume marcha accidentellement sur sa main, écrasant le papier et meurtrissant ses doigts. L'homme ne le remarqua même pas, continuant sa conversation téléphonique animée sur les fluctuations de la bourse. La douleur fusa comme une flamme le long du bras de Youssef, mais il ne cria pas. Il ramassa la rose, maintenant déchirée et mouillée, et s'assit tranquillement près de la fontaine. Il essaya d'aplatir les pétales, tentant de les sauver. Mais il ne tenait pas. Autour de lui, le monde tournait, rapide et cruel. Son estomac gargouillait. Ses doigts étaient engourdis. Son cœur était fatigué. Il regarda le ciel, gris et vaste. « Peut-être que je suis invisible », murmura-t-il. La vérité, c'est qu'il commençait à se demander si Madame Claudette n'avait pas eu tort. Peut-être que certaines mains étaient destinées à rester vides, certains cœurs à rester seuls, certaines roses à ne jamais s'épanouir. Je devrais retourner au Liban, pensa-t-il. Mais le Liban n'était plus qu'un souvenir flou, un parfum de jasmin et le son d'une voix qui chantait des berceuses en arabe. C'est alors que derrière une colonne, une fille apparut, Sophie, pas plus âgée que 12 ans, tenant un téléphone dernier cri dans sa main gantée de cuir souple. « J'ai vu ce qui s'est passé, dit-elle. C'est toi qui les fabriques ?» Il hocha la tête, méfiant. Les enfants riches pouvaient parfois être les plus cruels. Elle s'agenouilla, examinant la rose ruinée. Ses cheveux châtains tombaient en cascade sur son manteau de laine bleu marine.
Elle portait l'uniforme du lycée Henri IV, l'une des écoles les plus prestigieuses de Paris. « Mon oncle est dans cet hôtel, » dit-elle, pointant vers la tour de verre luxueuse derrière eux, le Crillon. « Tu devrais le rencontrer. Il dit toujours « La vraie beauté se trouve dans ce que les autres jettent ». Il esquissa un demi-sourire, mais n'y croyait pas. Les adultes disaient beaucoup de choses. Les mots étaient faciles. C'étaient les actions qui comptaient. « Je m'appelle Sophie », continua-t-elle, ne semblant pas remarquer son scepticisme. « Sophie Lefebvre. » Le nom frappa Youssef comme un coup. « Lefebvre ? Oui, mon oncle, c'est Karim Lefebvre. Tu le connais ?» Youssef hésita. Devait-il dire la vérité ? Que cet homme l'avait regardé comme une tache sur sa chaussure impeccable ? Que ses mots avaient tranché plus profondément que le froid ? « Nous nous sommes croisés, » dit-il finalement. Sophie sourit, révélant un appareil dentaire qui la rendait soudain plus humaine, moins parfaite. Il peut paraître dur, mais il ne l'est pas vraiment. Il a juste oublié certaines choses. « Comme quoi ?» demanda Youssef, la curiosité l'emportant sur la méfiance. « Comme ce que c'est d'être petit, d'avoir besoin, d'espérer. » Elle toucha doucement la rose abîmée. « Il était comme toi, tu sais, orphelin, dans les rues de Marseille, avant. » Youssef la regarda, cherchant le mensonge dans ses yeux. Mais il n'y trouva que cette sincérité particulière que seuls les enfants possèdent encore, avant que le monde ne leur apprenne à dissimuler. « Comment sais-tu que je suis orphelin ?» Sophie rougit légèrement. « Je t'observe depuis quelques jours. Tu es toujours seul, et tu regardes les familles d'une certaine façon. » Un silence s'installa entre eux, rempli par le bruit de l'eau qui tombait dans la fontaine et les klaxons lointains des taxis. « Je ne peux pas rencontrer ton oncle, » dit finalement Youssef. « Pas comme ça. » Il désigna ses vêtements usés, ses mains sales. Sophie sourit à nouveau. « Attends ici. » Elle disparut en courant, ses chaussures d'école claquant sur le pavé mouillé. Youssef attendit, ne sachant pas pourquoi il le faisait. Peut-être parce que c'était la première vraie conversation qu'il avait eue depuis la mort de Madame Claudette. Peut-être parce que quelque chose dans les yeux de Sophie lui rappelait sa mère. Une douceur, une lumière. 20 minutes plus tard, elle revint, essoufflée, tenant un sac en papier marqué du logo du Crillon. « Tiens, » dit-elle, lui tendant le sac. « C'est pour toi. » À l'intérieur, il trouva un pull en cachemire gris, un jean et une paire de chaussures qui semblaient neuves. « Ce sont les anciens vêtements de mon cousin, » expliqua Sophie. « Il grandit trop vite, selon ma tante. » Youssef caressa le cachemire, plus doux que tout ce qu'il avait jamais touché. « Je ne peux pas accepter... »« Si, tu peux, » l'interrompit Sophie. « Considère que c'est un échange. Je veux toutes tes roses. Pour décorer ma chambre ?» Elle sortit un billet de 50 €. Une fortune pour Youssef. Il la regarda longuement, puis hocha la tête. « D'accord, mais je ferai de nouvelles roses pour toi. Des meilleures. Marché conclu, » dit-elle en lui tendant une carte. « Mon oncle donne une réception demain soir. Viens à 19 h. Demande Sophie à l'entrée. » Alors qu'elle s'éloignait, Youssef sentit quelque chose vaciller en lui, non pas de l'espoir, pas encore, mais peut-être sa jumelle plus prudente. La possibilité. Et pour la première fois depuis longtemps, il regarda le ciel gris de Paris et y vit non pas de l'indifférence, mais une toile en attente de couleur. Le lendemain matin, Youssef se réveilla avant l'aube. Pour la première fois depuis des mois, il n'avait pas dormi près de la gare Montparnasse, mais dans un petit renfoncement de la rue de Seine, abrité du vent par une porte cochère. Le sac du Crillon, avec les vêtements offerts par Sophie, lui avait servi d'oreiller, soigneusement emballé dans un sac plastique pour le protéger de l'humidité. Il attendit l'ouverture des toilettes publiques de la place Saint-Sulpice pour se laver méticuleusement. Avec l'argent de Sophie, il s'offrit un petit déjeuner dans une boulangerie, un vrai croissant encore chaud, un chocolat fumant servi dans une tasse en porcelaine. Le serveur fronça les sourcils en voyant ses mains abîmées, mais ne dit rien. « Je peux utiliser vos toilettes ?» demanda poliment Youssef. « Au fond à gauche » répondit le serveur, surpris par son français presque parfait. Dans l'intimité de la petite salle d'eau,
Youssef défit son paquet et enfila les vêtements neufs. Le jean était un peu grand à la taille, mais la longueur était parfaite. Le pull en cachemire lui donnait l'impression d'être enveloppé dans un nuage. Les chaussures, des baskets de marque, étaient miraculeusement à sa taille. Il se regarda dans le miroir et eut du mal à reconnaître le garçon qui lui faisait face. Sans la crasse et les vêtements usés, il ressemblait à n'importe quel enfant parisien de bonne famille. Ses yeux noirs, héritage de sa mère libanaise, semblaient plus vifs, plus confiants. « Je m'appelle Youssef », murmura-t-il à son reflet, comme pour se convaincre que c'était bien lui. La journée passa avec une lenteur exaspérante. Youssef retourna à son coin habituel, près de la fontaine Saint-Michel, mais cette fois, il ne vendait pas de roses. Au lieu de cela, il en créait de nouvelles, plus élaborées que jamais. Pour Sophie, il confectionna une rose dont les pétales étaient faits de pages d'un livre de poésie française qu'il avait trouvé dans une poubelle. Baudelaire, Les fleurs du mal. Il savait que c'était un livre important, car Madame Claudette le citait souvent. Les mots dansaient sur les pétales, fragments de vers parlant de beauté et de mélancolie. Pour Karim, il créa quelque chose de différent. Une rose dont le cœur était fait de papier doré récupéré sur l'emballage d'un chocolat de luxe et dont les pétales extérieurs étaient découpés dans un journal financier, les chiffres et les graphiques formant des motifs abstraits. À 18h30, il rangea soigneusement ses créations dans la boîte en carton, désormais doublée de papier de soie blanc, un cadeau de la vendeuse d'une boutique de chaussures qui l'avait surpris en train d'admirer ses vitrines. « Tu as l'air d'avoir un rendez-vous important », lui avait-elle dit avec un clin d'œil. Le Crillon se dressait face à la place de la Concorde, majestueux et intimidant. Ses façades de pierre dorée captaient les derniers rayons du soleil couchant. Ses drapeaux claquaient doucement dans la brise du soir. Devant l'entrée, des voitures de luxe déposaient des invités en tenue de soirée. Des hommes en uniforme ouvraient les portières, inclinaient la tête, souriaient avec déférence. Youssef hésita, son courage soudain évaporé. Qu'allait-il faire là? C'était de la folie. Un monde auquel il n'appartenait pas. Il allait faire demi-tour quand une voix l'appela. « Youssef, tu es venu !» Sophie courait vers lui, resplendissante dans une robe bleu nuit qui rappelait la couleur des ciels d'été à Beyrouth. Ses cheveux étaient relevés en un chignon sophistiqué qui la faisait paraître plus âgée. « J'ai guetté ton arrivée, » dit-elle en saisissant sa main. « Viens, mon oncle t'attend. »« Ton oncle, il sait qui je suis ?» Sophie sourit. Mystérieuse. Pas encore, mais il va le découvrir. Elle l'entraîna à travers le hall majestueux du Crillon. Youssef n'avait jamais rien vu de tel. Les lustres en cristal, les marbres polis, les dorures, les tapis si épais que ses pas n'émettaient aucun son. L'air était parfumé, une fragrance subtile de bois précieux et de fleurs fraîches. Des serveurs en livrée offraient des coupes de champagne et des canapés disposés comme des œuvres d'art sur des plateaux d'argent. « Respire !» chuchota Sophie en sentant sa main trembler dans la sienne. « Ce ne sont que des gens. » Ils prirent un ascenseur aux parois tapissées de miroirs, montèrent jusqu'au dernier étage. Les portes s'ouvrirent sur une suite somptueuse où une vingtaine de personnes conversaient par petits groupes. Et là, près de la fenêtre avec vue sur la tour Eiffel illuminée, se tenait Karim Lefebvre. Il n'était pas entouré de gens. Il était seul, contemplant une petite photo dans sa main. Quand il vit Youssef, il fronça les sourcils. « Toi, dit-il, le garçon aux roses. » Youssef serra les dents, prêt à partir. Mais Sophie lui toucha le bras, l'encourageant silencieusement. Karim les rejoignit, son regard alternant entre sa nièce et le garçon qu'il avait méprisé quelques jours plus tôt. « Mon oncle, dit Sophie, je te présente Youssef. Il fait des roses en papier, des roses extraordinaires. » Un silence lourd s'installa. Karim examina Youssef, son regard s'attardant sur ses mains, propres, mais marquées par des années de travail et de vie difficile. « Cette nuit, dit finalement Karim, j'ai rêvé de mon frère, le père de Sophie. Il est mort dans un accident il y a 10 ans. Il aimait l'origami. » Il tendit la photo qu'il tenait, un petit garçon sur une terrasse ensoleillée, tenant un bateau en papier. « Il te ressemblait. »
Le silence s'épaissit, chargé d'émotions contenues. « J'ai été cruel, » admit Karim, « et je le regrette. Voudrais-tu me montrer comment tu en fais une ?» Youssef hésita, puis s'assit sur un fauteuil que Karim lui désigna. Lentement, soigneusement, il sortit la rose qu'il avait préparée pour l'homme, celle au cœur doré et aux pétales de journal financier. « J'ai fait celle-ci pour vous, » dit-il simplement, la tendant à Karim. L'homme la prit avec précaution, comme si elle était faite de verre et non de papier. Il l'examina sous toutes les coutures, notant les détails, la précision des plis, l'harmonie des couleurs. « Tu as utilisé les pages financières, » remarqua-t-il. « Oui. Sophie m'a dit que vous êtes un homme d'affaires. » Karim leva les yeux, surpris. « Et le cœur, pourquoi en or ?» Youssef hésita, puis dit avec une franchise désarmante, « Parce que je pense que même les hommes qui ne voient que des chiffres ont un cœur d'or quelque part. » Un murmure d'admiration parcourut la pièce. Les invités s'étaient approchés, formant un cercle autour d'eux. Karim regarda longuement Youssef, puis la rose, puis à nouveau Youssef. « Elle est magnifique, » dit-il finalement, la pressant contre son cœur. Puis, à la surprise générale, il s'inclina légèrement devant le garçon. « Merci de me rappeler ce que j'avais oublié. » Sophie applaudit, ses yeux brillants de larmes contenues. Et Youssef, pour la première fois depuis la mort de ses parents, sentit quelque chose se dénouer en lui, comme si un poing serré depuis trop longtemps s'ouvrait enfin pour laisser entrer la lumière. Le lendemain soir, un gala de charité battait son plein dans la salle de bal du Crillon. Paris était là, la Paris qui compte, la Paris qui brille. Politiciens au sourire professionnel, actrices aux robes signées, entrepreneurs aux poignées de main calculées. Les lumières tamisées des lustres se reflétaient dans les coupes de champagne millésimées et les bijoux qui valaient plus que ce que certains gagnaient en une vie. Dans une petite pièce adjacente, Youssef attendait, le cœur battant. Il portait un costume taillé sur mesure. Une gracieuseté de Karim qui avait fait venir son propre tailleur au petit matin. « Tu es nerveux ?» demanda Sophie, resplendissante dans une robe rose pâle qui lui donnait l'air d'une princesse de conte de fées. « Je ne sais pas ce que je fais ici, » avoua Youssef. « Je devrais être dehors, à vendre mes roses. »« Tu les vendras, » sourit Sophie. « Mais pas comme avant. » Une femme entra, grande et élégante, avec des cheveux argentés coupés au carré. « C'est l'heure, » annonça-t-elle. « Monsieur Lefebvre va commencer son discours. » Depuis une petite ouverture dans le rideau, Youssef pouvait voir la scène. Karim s'avançait vers le microphone, la rose en papier bien visible dans la poche de sa veste. Le silence tomba sur l'assemblée. « Bonsoir, » commença Karim, sa voix amplifiée résonnant dans la salle. « Je suis honoré de votre présence à ce gala pour la Fondation Nouveau Départ, qui œuvre pour les enfants sans foyer. » Des applaudissements polis s'élevèrent. « Mais ce soir, » poursuivit-il, « je ne vais pas vous parler de chiffres, ni de projets, ni même de promesses. Je vais vous parler d'un garçon que j'ai ignoré, un garçon qui donnait alors qu'il n'avait rien. » La foule devint silencieuse, intriguée par ce ton inhabituel. Karim sortit la rose de sa poche, la tenant à la lumière. Cette rose n'est pas en soie, ni en satin. Elle n'a pas poussé dans une serre climatisée. Elle est née dans les rues de Paris, entre les mains d'un enfant qui transforme ce que nous jetons en beauté. Il fit un geste, et les rideaux s'ouvrirent. Youssef fut conduit sur scène. Propre, habillé dans son costume neuf, ses cheveux coiffés, mais tenant toujours sa petite boîte de roses en papier. « Voici Youssef, » continua Karim, sa voix maintenant plus douce. « Il me rappelle tout ce que j'ai oublié, l'humilité, la beauté et la dignité tranquille de ceux que nous ignorons. » Des murmures parcouraient l'assemblée. Des téléphones se levaient pour photographier cet étrange tableau. Le puissant homme d'affaires et le petit vendeur de roses. « Il y a 3 jours, » poursuivit Karim, « j'ai croisé ce garçon. Il m'a proposé une de ses roses. Je l'ai traité comme un déchet. » Un malaise parcourut la salle. Les invités s'agitèrent sur leurs chaises en soie. « Ce soir, je vous demande de regarder, vraiment regarder cet enfant. Pas avec pitié, avec respect, avec la reconnaissance que nous lui devons, à lui,
et à tous ceux qui, comme lui, survivent dans les interstices de notre abondance. Karim se tourna vers Youssef et, à la stupéfaction générale, s'inclina profondément. J'étais aveugle. Mais ce soir, je choisis de voir. Youssef ne parla pas. Il tendit simplement à Karim une rose fraîche, plus élaborée que toutes les précédentes. Une rose dont les pétales étaient faits de fragments de cartes de Paris, les rues formant des veines délicates, les places des cœurs battants. Des larmes brillèrent dans les yeux de Karim. Et à cet instant, le monde le vit aussi. Non pas comme un mendiant, non pas comme un fardeau, mais comme un garçon plein de grâce. Les applaudissements commencèrent lentement, puis s'amplifièrent, emplissant la salle d'une vague sonore qui semblait emporter toutes les barrières, toutes les distances. Une femme se leva, grande, avec un port de reine et des yeux qui avaient vu le monde entier. Élisabeth Deneuve, la célèbre créatrice de mode dont les défilés faisaient la une des journaux et dont les collections étaient portées des rues de Tokyo au tapis rouge d'Hollywood. « Jeune homme !» dit-elle, sa voix portant sans effort dans le silence soudain revenu. « Tes mains sont celles d'un artiste. Combien pour toutes tes roses ?» Youssef regarda sa boîte, confus. « Je ne sais pas, madame. »« 1000 €, déclara-t-elle, chacune. » Un murmure d'étonnement parcourut la salle. Il y avait 12 roses dans la boîte. « Mais ce n'est que du papier, » protesta doucement Youssef. « L'art n'est jamais que quelque chose, mon garçon, » répondit Élisabeth. « L'art est tout. » D'autres se levèrent, enchérissant, demandant des commandes spéciales, des roses personnalisées. Un homme proposa de financer une exposition. Une femme parla d'une bourse pour une école d'art prestigieuse. Karim observait, silencieux, un sourire éclairant son visage habituellement sévère. Plus tard, alors que la soirée touchait à sa fin, Youssef se retrouva sur le balcon de la suite de Karim, contemplant Paris illuminé à ses pieds. La ville qu'il avait ignorée semblait maintenant lui tendre les bras. « Comment te sens-tu » demanda Karim, le rejoignant avec 2 tasses de chocolat chaud. « Comme dans un rêve » répondit honnêtement Youssef. « J'ai peur de me réveiller. »« Ce n'est pas un rêve » assura Karim, « mais c'est un début. » Ils restèrent silencieux un moment, savourant le chocolat et la vue. « Pourquoi » demanda finalement Youssef. « Pourquoi faites-vous tout cela pour moi ?» Karim prit une profonde inspiration. « Quand j'avais ton âge, j'étais comme toi, orphelin. Dans les rues de Marseille, j'ai eu de la chance, quelqu'un m'a vu, vraiment vu. Un vieil homme qui réparait les bateaux au port. Il m'a appris que la valeur d'une personne n'a rien à voir avec ce qu'elle possède. » Il fit une pause, ses yeux fixés sur l'horizon où la tour Eiffel scintillait comme une constellation terrestre. « Mais j'ai oublié cette leçon. J'ai construit des empires, gagné des fortunes, et quelque part en chemin, j'ai perdu la capacité de voir, de vraiment voir. » Il se tourna vers Youssef. « Tu me l'as rappelé, et pour cela, je te serai éternellement reconnaissant. » Un serveur apparut discrètement à la porte-fenêtre. « Monsieur, Madame Deneuve demande si le jeune artiste pourrait la rencontrer demain dans son atelier. » Karim leva un sourcil interrogateur vers Youssef. « Je ne sais pas comment m'y rendre, » avoua le garçon. « Je t'y emmènerai, promit Karim. Mais d'abord, il faut que tu dormes, dans un vrai lit. » Cette nuit-là, pour la première fois depuis des années, Youssef s'endormit sans crainte du lendemain, sans le froid mordant sa peau, sans la faim tordant son estomac. Dans la chambre luxueuse que Karim lui avait attribuée, avec ses draps en coton égyptien et son matelas moelleux, il rêva non pas du passé, mais de l'avenir. Un avenir où ses mains continueraient à créer de la beauté à partir de fragments oubliés. Et quelque part dans Paris, les pigeons de la place des Vosges semblaient attendre, comme s'ils savaient que Madame Claudette aurait été fière. Des semaines passèrent. Le printemps parisien déploya enfin ses couleurs, habillant les jardins des Tuileries de narcisses jaunes et les balcons de géranium écarlate. Les terrasses des cafés s'animèrent, les touristes affluèrent, et la Seine refléta un ciel de plus en plus bleu. Youssef emménagea dans un petit appartement de la rue Mouffetard, non loin de l'endroit où vivait autrefois Madame Claudette. Karim avait insisté pour le financer, mais avec une condition que Youssef avait lui-même imposée,
il rembourserait chaque centime à sa manière, en son temps. L'aide n'est pas la charité, avait dit Youssef, avec une sagesse qui dépassait son âge. C'est un pont, pas une chaîne. Karim avait souri, reconnaissant dans ces mots l'écho de sa propre philosophie oubliée. L'appartement était modeste mais lumineux, avec une fenêtre qui donnait sur une petite cour intérieure où un figuier centenaire étendait ses branches noueuses. Sur le rebord de cette fenêtre, Youssef avait installé des pots de menthe et de basilic, un jardin miniature qui embaumait l'air quand le soleil réchauffait les feuilles. Sa rencontre avec Élisabeth Deneuve avait changé sa trajectoire de façon inattendue. La créatrice de mode avait été si impressionnée par son travail qu'elle l'avait pris sous son aile, non pas comme un projet de charité, mais comme un véritable talent à cultiver. Les mains qui transforment le banal en extraordinaire sont rares, avait-elle déclaré à Karim. Ce garçon a un don. Youssef suivait maintenant des cours à l'école des arts décoratifs 3 jours par semaine. Les autres jours, il travaillait dans l'atelier d'Élisabeth, apprenant les secrets des tissus, des textures, des couleurs. Sa spécialité demeurait le papier, mais il explorait désormais d'autres matériaux, la soie, le feutre, même des métaux légers qu'il pliait en forme délicate. Les roses, il les fabriquait toujours. Seulement maintenant, il les vendait dans un petit kiosque près du pont des Arts, avec une plaque qui disait « Faite par des mains qui n'ont jamais abandonné ». Chaque rose était unique, signée, numérotée. Certaines étaient vendues à des prix qui auraient semblé astronomiques à l'ancien Youssef. D'autres, 1 sur 5 exactement, étaient offertes gratuitement aux enfants ou à quiconque semblait avoir besoin d'un peu de beauté dans sa journée. Sophie venait souvent le voir après ses cours. Elle était devenue non seulement son amie, mais presque une sœur. Elle l'aidait avec son français écrit et il lui apprenait les quelques mots d'arabe dont il se souvenait, ainsi que les techniques complexes de pliage qu'il inventait. Monsieur Mercier dit que je dois préparer une collection pour l'exposition de fin d'année, annonça Youssef un après-midi, alors qu'ils étaient assis à la terrasse du café de Flore. Je ne sais pas quoi faire. Monsieur Mercier était le directeur de l'école, un homme austère dont les rares sourires étaient considérés comme des médailles d'honneur par les étudiants. Sophie trempa son croissant dans son chocolat chaud, une habitude qui horrifiait sa mère, mais qu'elle chérissait comme un petit acte de rébellion. « Fais ce que tu connais, » suggéra-t-elle. « Raconte ton histoire, avec du papier. »« Mon histoire ?»« Oui, d'où tu viens, ce que tu as traversé, ce que tu es devenu. » Youssef contempla son café, pensif. Son histoire, était-elle vraiment digne d'être racontée? N'était-elle pas, comme tant d'autres, une histoire de perte, de survie, de chance? Je ne sais pas, Sophie. Il y a tellement d'enfants comme moi. Des enfants invisibles. Exactement, dit-elle avec force. Montre-les, rends-les visibles. Cette conversation fut une graine qui germa lentement dans l'esprit de Youssef. Pendant des semaines, il travailla en secret, refusant même de montrer ses créations à Sophie ou à Karim. Il passait des heures à la Bibliothèque nationale, étudiant des techniques anciennes de fabrication du papier. Il rencontra un vieux maître japonais qui lui enseigna l'art du washi. Il expérimenta avec des pigments naturels, des fibres diverses, des textures contrastées. Et puis vint le jour de l'exposition. La salle était bondée. Étudiants nerveux, professeurs critiques, parents fiers, journalistes curieux. Élisabeth Deneuve était là, bien sûr, ainsi que Karim et Sophie. Même Marcel, le vendeur de journaux, avait été invité, arborant fièrement un costume emprunté pour l'occasion. L'installation de Youssef occupait un coin entier de la galerie. Au centre se dressait une structure en spirale faite de papier plié, haute de près de 2 mètres. De loin, elle ressemblait à une tour, mais en s'approchant, on découvrait qu'elle était composée de centaines de silhouettes d'enfants, découpées, pliées, entrelacées. Certaines tendaient les mains, d'autres portaient des fardeaux invisibles. Toutes étaient reliées par de fins fils de soie dorés. Autour de cette tour, disposées en cercle concentrique, se trouvaient des roses en papier, mais pas n'importe quelle rose. Chacune était accompagnée d'une petite carte portant un nom, un âge, une histoire. Adama, 9 ans, Mali. Mei, 12 ans, Chine.
Carlos, 10 ans, Venezuela. Qu'est-ce que c'est? Demanda Karim ému. Les invisibles, répondit Youssef. J'ai demandé à des associations de me mettre en contact avec des enfants des rues dans différentes villes du monde. Je leur ai envoyé du papier et leur ai demandé de m'aider à créer ces roses. Chacune a été partiellement faite par un enfant réel. Un murmure parcourut la foule qui s'était rassemblée autour de l'installation. La tour? Interrogea Elisabeth, ajustant ses lunettes pour mieux voir les détails. C'est nous, expliqua Youssef. Tous les enfants que le monde ne voit pas. Nous nous tenons les uns les autres. Nous sommes fragiles comme le papier, mais ensemble, nous formons quelque chose de solide. Monsieur Mercier, dont le visage semblait taillé dans le même marbre que les statues du Louvre, s'approcha lentement. Il examina l'œuvre en silence, puis se tourna vers Youssef. « C'est plus qu'une création artistique, dit-il finalement. C'est un manifeste. Cette nuit-là, tard, alors que l'exposition était terminée et que les critiques enthousiastes commençaient déjà à circuler sur les réseaux sociaux, Youssef et Sophie se retrouvèrent sous la même fontaine où tout avait commencé. « Tu te souviens ?» demanda Sophie, « quand je t'ai trouvé ici, avec ta rose écrasée. » Il sourit. « Comment pourrais-je oublier? Pourquoi continues-tu à les faire ?» demanda-t-elle. « Les roses, je veux dire. Tu pourrais créer tellement d'autres choses maintenant. » Il la regarda, ses yeux reflétant la lumière des réverbères. « Parce que quelqu'un, quelque part, a encore besoin d'être vu. » Et puis, d'une voix pleine de chaleur, elle dit, « Tu sais, ce premier jour, quand tu as demandé « Vous en voulez une ?» je crois que tu offrais vraiment de l'espoir. » Il hocha la tête. « Exactement. » Une brise légère passa sur la place, faisant danser les feuilles des platanes. Sophie sortit quelque chose de sa poche, la première rose qu'il lui avait donnée, soigneusement préservée entre deux plaques de verre. « Je la garde toujours avec moi, » dit-elle, « pour me rappeler. »« Te rappeler quoi ? Que même ceux que le monde ignore ont quelque chose de beau à offrir. » Youssef sourit, touché par ce geste. Puis, il sortit de sa propre poche un petit objet. Un bateau en papier, plié dans un papier bleu profond. « Pour ton oncle ?» dit-il. Pour lui rappeler son frère. Sophie prit le bateau, ses yeux brillants de larmes contenues. « Tu sais ce qui est incroyable, Youssef. Tu as transformé la douleur en beauté. Pas seulement la tienne, mais celle des autres aussi. » Ils restèrent assis un moment, en silence, écoutant le murmure de l'eau dans la fontaine et les derniers échos de la vie nocturne parisienne. Et alors que les étoiles scintillaient au-dessus de Paris, une simple vérité demeurait: la beauté n'est pas dans ce que nous possédons, mais dans ce que nous offrons au monde.